Bonjour à tous, bienvenue au Coin du Feu, le rendez-vous, j'allais dire du dimanche, mais on n'est jamais là dimanche. Aujourd'hui, une émission spéciale, une émission sur Paradex avec Nicolas de chez Paradex. Comment tu vas? Salut, ça va très bien et toi, Elias? Magnifique, magnifique. Alors, Nicolas, déjà, merci d'avoir accepté l'invitation. Je sens que ça va être cool. On va Mm. passer un bon moment. J'ai pas mal de sujets, on a pas mal de sujets à évoquer. Euh, juste, moi, le premier que j'ai envie d'aborder avec toi, c'est chez Paradex, c'est quoi concrètement ton rôle actuellement? Ouais, mon rôle concrètement, je suis en charge du business développement sur l'Europe. Donc c'est assez vaste. Concrètement, ce que ça veut dire, c'est que je m'occupe d'aller chercher du nouveau business, que ce soit côté institutionnel, mais aussi côté retail. Tout ce qui va être partenariat stratégique avec des protocoles, avec des KOL, avec des agences de marketing. Enfin ça, on a fait très peu, mais on commence à un peu bouger sur ce sujet-là. Relations clients avec les market makers, avec des hedge funds. Donc un rôle assez vaste et en plus, il y a le côté paradigme où je m'occupe aussi de la même chose, surtout du marché européen et donc ça va principalement être, coverage sur le trading qu'on fait avec Paradigme, et nouveau business. Ok, ok. Bon, bah voilà. Comme ça, tout le monde sait qui est Nicolas, qu'est-ce qu'il fait chez Paradex. Avant de continuer un peu plus sur toi, Nicolas, on a l'habitude, quand du fait de faire le petit sentiment de marché. On va le faire ensemble aujourd'hui. Alors, hop, je vais partager l'écran. Alors aujourd'hui, on est le 8 septembre 2025. Bitcoin 112 000 dollars et l'Ether à 4 363. Je crois qu'on n'a jamais fait un épisode au coin du feu où l'Ether était à 4 000, donc c'est une première. À chaque fois qu'on regardait le prix, il était toujours à 2000, 1500. Donc ça fait plaisir. Est-ce que c'est une valeur que tu as en portefeuille Ether, Nicolas? Non, même pas. Ah ouais? Même pas. J'ai récemment, en fait, j'ai liquidé tous mes comptes, d'exchange, j'ai tout mis sur, on-chain et j'ai quasiment que du Bitcoin, du Hyperliquid, et un peu de Solana. Ok. Ouais, tu as du hyper liquide. Ça, c'est intéressant. On va pouvoir diguer un peu plus. Donc, pas du tout d'Ethereum. Pourquoi? Est-ce que c'est un choix stratégique ou c'est. Non, je suis juste pas intelligent, je dirais. Non, en vrai, Ethereum, c'est une valeur que j'ai toujours trouvé un peu dur à justifier parce que il y a un grand mystère qui plane et c'est un sujet qui revient souvent, je trouve, dans les discussions, dans les podcasts que j'écoute sur la valeur d'Ethereum, en fait. Pourquoi le token, a une valeur? Il y a une valeur, inestimable dans le réseau. En fait, la vocation d'Ethereum, c'est pas forcément d'accumuler de la valeur dans le prix du token, actuellement en tout cas. Il y a une analogie que je trouvais pas mal, c'était un peu Ethereum, c'est comme un pays, tu vois? Leur but, c'est que la société fonctionne, donc le réseau, les layers 2 et cetera, mais pas forcément d'accumuler du bénéfice comme un pays. Et Solana, ça marche un peu plus comme un business. Donc Solana, l'intérêt primaire, c'est de générer des fees et de les refléter dans la valeur du token. Hem, Cela dit, tu vois, Ethereum, ça reste enfin, c'est un produit magnifique. Je pense qu'à horizon plus long terme, ça vaut totalement le coup d'en avoir et il y a des thèses assez intéressantes sur le sujet de tout le monde va construire des L2 et Ethereum va rester le réseau L1 qui va partout, par lequel tout va transiter. J'ai du mal à voir une autre chaîne venir challenger Ethereum, mais après, c'est pas non plus mon domaine de prédilection. Ok. Mais du coup, malgré le fait que tu penses que tout va transiter par Ethereum, tu penses que ça va pas forcément se traduire dans le token. Si, mais pas forcément. Enfin, en fait, j'évite de trop me disperser dans ce que je fais. Et aussi, moi, j'ai acheté du Ether vers 100 dollars, tu vois. Donc, Ouais. quand je les ai vendus et que maintenant je dois les racheter à 4300, c'est juste psychologiquement, je trouve ça un peu difficile. Ok, ouais. C'est vrai que 4300, c'est peut-être pas forcément le meilleur prix d'achat, je vois ce que tu veux dire. Mais Moi, genre, j'essaie de trader si, des gros si, spots, si j'essaie demain je te de. propose 1500, imaginons, pour un Ether, tu. Bah, je te le prends parce que je pourrais le revendre tout de suite à 4300, quoi. C'est un bon trade. C'est Ok. c'est tout de suite plus facile de se dire, d'être bullish Ethereum quand il est à 4000 qu'il y a quelques mois quand il était à 2000, quoi. C'est ça, en fait, qui est intéressant. Donc c'est pour ça aujourd'hui ce que je fais sur Bitcoin, par exemple, ou Hyperliquid, c'est que j'en achète un peu tous les mois parce que c'est des projets que je vais garder peut-être toute ma vie, tu vois? Comme des actions. Ok. Que c'est ta vision long terme. Ouais. Je Euh, fais uni- du trading, de meme coin ou de trucs comme ça à côté ou de alt même parfois, de futur. Enfin, je fais plein d'autres choses à plus court terme, mais les valeurs comme Bitcoin, Ethereum, c'est la vision que j'en ai, c'est il faut les garder, pour toujours, quoi. C'est des ok. Bah, tu sais quoi, on va revenir sur tes petites bricoles sur le côté, moi ça m'intéresse. Juste au niveau du Fear and Greed, on est au niveau du neutre.
Est-ce que toi, quand tu es builder, des fois, est-ce que tu ressens de la peur quand... Je sais pas si tu as subi des bear markets ou ce genre de choses. Est-ce que tu es affecté par ça? Est-ce que tu as des émotions un peu de panique? Des fois, tu te dis, bon, là, c'est la merde un peu, là, c'est trop cool. Je t'avoue que je suis même pas sûr de comment il est calculé cet index. Euh, je crois que c'est... Alors, attends. A priori, c'est de la data en trading et je sais que l'autre, ils utilisent aussi Twitter, mais ouais, je pense principalement c'est de la data sur les positions des gens. Ok. Non, j'ai pas l'impression. Enfin, je pense qu'il y a une incertitude niveau macroéconomique, quoi. C'est pas que dans le marché crypto, c'est que tous les stocks sont super hauts, l'immobilier est super haut. Donald Trump, on sait pas exactement ce qu'il fait. Il se passe des choses en Chine avec un peu une coalition avec la Chine, la Russie, la Corée du Nord. Je pense que ça vient un peu de ça, le Fear and Greed Index en ce moment. J'ai pas l'impression qu'il y ait un sentiment de peur qui plane sur le marché. Et nous, de ce qu'on voit côté options, la volatilité reste relativement basse. Ok. Et est-ce que du coup, toi, tu as traversé des phases où tu étais, en tout cas, je sais pas si quand tu étais chez Paradex, où tu étais en mode builder, où tu avais un peu ce sentiment de panique, vu que il y avait plus de. Tu sais, vu qu'on est un peu à la merci des prix crypto, au niveau du trafic, des utilisateurs, ce genre de choses. Est-ce que tu as eu un peu ces moments-là où tu te sentais pas bien, où tu étais affecté par ces Non, émotions? bah, moi j'ai join Paradex fin d'année dernière, fin 2024, donc c'était en plein bull market. Ok, Enfin, toute l'année, on peut considérer qu'on est en plein bull market. Et l'entreprise où je travaillais avant, c'était aussi dans la crypto, et ça, j'ai join début 2023, donc peu après FTX, et aussi juste après, ma première semaine, c'était la semaine après Signature Bank. Et là, donc on a vraiment fait une traversée du désert un peu cette première année où c'était un peu une époque de tout reconstruire, de redonner de la crédibilité au marché, ce qui était bien pour le positionnement qu'on avait avec cette entreprise. Mais c'était un peu ouais, un bear market. J'ai pas vécu les précédents du même côté où je les ai vécus en perso. Tu vois, je me suis mis dans la crypto vers 2017 à l'époque, donc j'étais beaucoup sur Reddit à l'époque, pas trop sur Twitter. Et en 2018, c'était à peu près vers le nouvel an chinois où tout s'est effondré. Euh, et j'ai vu tous les tokens que j'avais accumulés pendant les ICO, le peu de Bitcoin et d'Ether que j'avais qui valaient plus rien, quoi. ouais, Et, euh, et après, j'ai un peu déconnecté du marché crypto pendant assez longtemps. Je suivais toujours de loin, mais j'étais plus vraiment aussi actif qu'à cette époque-là, quoi. ok. Ok, ok. Au niveau du Gwei, du coup, juste pour terminer le sentiment de marché, toujours des Gwei très faibles. Ça, c'est notamment dû à l'update là sur les Layer 2. Toi, tu crois peut-être tu penses que Ethereum va devenir, si tu veux, entre guillemets, rentable avec leur système de burning? Est-ce que tu penses que c'est un bon business model qu'ils ont? Je pense qu'il est un peu trop tôt pour. Enfin, de ce que je comprends, je suis pas le plus technique déjà pour ces sujets-là, mais de ce que je comprends, la vision qu'ils veulent exécuter, il reste encore énormément de choses, énormément d'items sur leur roadmap, entre guillemets. Euh, le système de burning, je suis pas hyper familier avec ce que c'est sur le court terme, mais oui, je pense qu'à terme, ils finiront par être rentables. Ok. Ok. Donc, tu penses pas que les Layer 2 vont vampirer le Layer 1 Non, en fait, et le rendre le- le- plus irrelevant, quoi? Genre vraiment l'analyse que j'ai inpertinent. de ça, c'est que non, ils vont pas le. Il va y avoir un switch à un moment qui va faire que la valeur que les Layer 2 accumulent va finir par remonter au protocole, au Layer 1. Je sais pas quand ni comment. Ok. Ok, c'est honnête, c'est honnête. Ok. Et du coup, toi, bon, on a fini le sentiment de marché, mais on va rester encore avec toi. Tu me parlais des bricoles, tu traites des mêmes coins, tu fais du futur. Ouais. T'en fais actuellement, c'est quoi tes side quests un peu en crypto là, où tu fais le dégène? Ouais, là, j'ai plus autant de temps qu'avant. L'année dernière, enfin, c'était ouais, à partir du moment où il y a eu PP, en fait. Donc, moi, je commençais à bosser en crypto et j'ai vu PP. Et là, je me décide à me mettre à fond dans la DeFi, à vraiment essayer de tout comprendre, de jouer un peu avec plein de protocoles, de faire des airdrops. Donc, j'ai pas mal joué avec pas mal de protocoles sur Solana à l'époque. Euh, et je trouve que ça s'est un peu arrêté, ça s'est un peu essoufflé avec le meme coin Trump, ce qui est dommage. Mais j'étais vraiment à fond dans les trades chez Solana. En ce moment, je ne fais pas grand-chose à part tester un peu tous les DEX.
Déjà parce que c'est intéressant de voir comment chaque plateforme se comporte, qu'est-ce que c'est les différences d'expérience utilisateur. Et j'ai quelques protocoles sur Hype avec lesquels j'interagis pas mal là en ce moment. Et sinon, je fais du trading sur Paradex en vrai, comme un bourrin avec du leverage déjà parce que ça permet toutes les semaines de voir à quel point les updates qu'on pousse, ça servent à quelque chose. Et là, avec le zéro fees, euh, j'ai fait quelques tentatives de trade, tu vois, un peu. J'essaie de catch les trends en mettant des gros clips en zéro fees, donc en taker order, market order même. Mhm. Je précise que je suis pas éligible à l'airdrop au passage. Je farme des points, mais les points ils sont redistribués derrière. Donc voilà, là ces dernières semaines, c'était pas mal de farming de volume sur Paradex. J'essaye de catch un peu les moves, mais je suis vraiment pas bon. Quand tu dis t'es pas bon, tu te fais rect, c'est ça? En mode t'es pas dans la Ouais, bonne traîne. ouais, c'est ça. Enfin, j'essaye mon goal là, c'est vraiment de finir flat cette année. Mais je suis down assez bad sur les loss de Paradex. Oula. Ok. Ok. Est-ce que tu as farmé l'airdrop hyper liquide avant de. Enfin, pas celui actuel, mais du coup le premier? Non, non, j'ai complètement raté ça. J'en ai entendu parler extrêmement tôt en fait, vraiment début 2023. Il y a eu un podcast qui est sorti que je recommande à tout le monde d'écouter parce que il parle un peu de la vision qu'il a à l'époque et c'est assez fou de réécouter maintenant et de se dire il avait tout compris. Ouais. Ça s'appelle Flirting with Models. C'est un Américain qui fait beaucoup de podcasts sur le quantitative trading. Et à l'époque en fait j'ai écouté ça et j'ai rien compris. Parce que je venais d'arriver dans la crypto, dans la DeFi, même DYDX, tu vois, je connaissais vite fait, mais j'étais pas hyper familier avec les spécificités de. J'avais du mal à comprendre ce concept de on-chain derivatives. C'était complètement nouveau pour moi, donc j'ai écouté le podcast, je me suis dit c'est intéressant, il parle beaucoup de son expérience de market maker aussi. Euh, et en fait, j'ai juste pas compris, et ensuite j'ai pas passé vraiment de temps dessus. Et aussi d'expérience, je me faisais tout le temps rect sur les trading en leverage. Donc, je me faisais rect à l'époque sur BitMEX. Hmm. 2023-2024 avec les ETF, je me suis fait rect sur Bybit avec l'annonce des ETF. Enfin, j'étais dans le bon sens, mais juste après, j'ai été trop gourmand, trop leverage et je me suis refait allumer sur un petit move, quoi. Et du coup, non, Hyperliquid, j'ai pas fait l'erreur. Et est-ce que tu le farmes du coup actuellement pour essayer d'être éligible pour l'airdrop numéro 2 ou pas trop? Non, bah je le farm pas, genre je fais pas de volume sur Hyperliquid, je fais Hyperliquid, j'ai du spot Bitcoin, j'ai des hype en spot aussi, et je sais pas trop quoi penser du airdrop potentiel Hyper EVM, parce que je sais pas, ce que je vois en tout cas, les builders de l'écosystème à qui je parle, ils me disent ils savent pas trop, ils ont pas l'impression qu'il y aura forcément un airdrop. Je vais sans doute avoir d'autres airdrops parce que je suis sur quelques protocoles de lending, de borrowing, un protocole d'option aussi que je trouve extraordinaire. Euh, Ah, il y a un protocole d'option sur Hyperliquid? ouais, en gros, ils font pas vraiment enfin, ils font des options, mais c'est plutôt des produits de yield basés sur les options. Donc, tu vas lock tes bitcoins ou tes hype ou tes Ether. Tu vas vendre des calls dessus. C'est une stratégie basique qu'on appelle le covered call. Et en gros, tu dis, dans un mois, je suis content de vendre mon bitcoin à 140 000. Ils te disent, bah, OK, on te donne maintenant, je sais pas, 4% de la valeur du bitcoin que tu lock. Et dans un mois, si le prix il est au-dessus de 140 000, bah, tu récupères 140 000. Si le prix il est en dessous, bah, tu récupères juste tes bitcoins. Donc tu lock tes bitcoins dans un smart contract et tu vends des call options. Donc c'est une façon de générer du yield sans staker ou sans faire de trucs très exotiques dans la DeFi. Ah, c'est intéressant, Euh, ça. ouais, ça s'appelle Risk RYSK. Et je les connais bien, les gars, ils sont cool en plus. Il y en a un basé à Londres. Donc ça, c'est un. Mais tu vois, je fais pas ça pour farmer des points Hyper EVM. Je fais ça parce que Un bon j'ai produit. l'impression qu'il y a une énorme communauté de builders en ce moment sur Hype, qu'il y avait l'année dernière sur Solana, qu'il y avait dans les années précédentes sur d'autres Layer 2. Mais Hype, j'ai l'impression qu'on n'a jamais vu un truc pareil. Et ça permet de faire plein de protocoles hyper intéressants qui interagissent en plus les uns avec les autres, qui sont bien intégrés dans des Rabi Wallet. Tu vois, il y avait pas des. La tech est Hmm. vraiment beaucoup plus au point que dans les années précédentes, où c'est beaucoup moins clunky. Genre, tu vois, MetaMask en 2021 pour Ouais, faire de la. ouais, ouais. Je vois très très bien. Je vois très très bien ce que tu veux dire. C'est vrai que, bah, en fait, tu sais, moi, juste Rabi Wallet, le fait de voir ce que j'ai sur mon wallet et sur quelle blockchain, c'est un truc de fou. Parce que, tu sais, à l'époque, tu devais noter sur un papier. Parce qu'en fait, si tu sais pas où est-ce que tu as mis de l'argent, tu peux juste oublier une chain. Et en plus, il y avait tellement de blockchains qui sont sortis, Harmony One, Ouais, tous ouais, les ouais. Alt Layer 1 et tout. Donc, tu perds vite tes fonds, en fait. Mm.
Ouais, Ok, c'est ouais. clair. Donc ouais, je trouve que l'expérience DeFi, elle s'améliore de jour en jour. On est encore assez loin de la vision complète qui est de vraiment rivaliser, face to face avec les échanges centralisés et le reste, de la finance centralisée. Mais ça s'améliore beaucoup et c'est bien plus user friendly, quoi. Tu as quasiment plus rien à comprendre aujourd'hui. Du coup, Finance, juste pour le partager, est-ce que c'est celui-là? Ouais, c'est ça. Ok. Bah, je vais dire ça après le live. Merci pour le petit partage. J'aime bien découvrir des nouveaux protocoles. Ça fait des petits trucs à faire sur la DeFi. Ouais, non, c'est Euh, juste, petite dernière question, après on pourra parler à Paradex. Comment t'en es arrivé là? Du coup, c'est un peu, c'est quoi ton parcours que tu as fait juste pour qu'on se ouais, situe, quoi. parcours assez classique. Moi, je suis français, je fais mes études en France, j'ai fait une école de commerce. Je voulais faire de la finance, j'ai commencé à faire de la salle de marché un peu. Donc j'étais en produits structurés, donc dérivés equity. J'ai fait des stages là-dedans, j'ai fait un chez Natixis et un chez Citi. Et après ça, en fait, c'était un peu est-ce que je vais travailler dans une banque qui est pas une grosse banque américaine? Parce que c'était les process banques américaines, c'est pas évident de rentrer même quand tu es en stage. C'est peut-être un peu plus facile aujourd'hui pour ceux qui sont encore dans les études, mais à l'époque, il y avait un peu une galère au niveau des passerelles, tu vois. Tu veux bosser en banque américaine, il faut faire un summer internship, il faut faire un graduate. Et ils ne les donnaient pas systématiquement aux stagiaires de 6 mois. Après ça, j'ai fait un peu d'autres choses. Et après, enfin, j'ai pris un an en gros où j'ai tenté des trucs, j'ai fait de la vente dans la tech, j'ai fait des grandes vacances aussi. Et après, j'ai bossé 2 ans pour un prime broker crypto à Paris qui s'appelle Aplo, donc de 2023 à quasiment 2025. Et c'était mon premier vrai full-time job où je suis resté longtemps et mon premier pas dans la crypto en professionnel, quoi. Ok. Donc, on dirait que tu avais déjà préparé la réponse. C'était clair, net, précis, droit au but. Attends, c'est juste, ouais, je fais beaucoup d'entretiens dans ma vie, donc j'ai l'habitude de cette question. Mais ouais, en gros, l'idée, c'est. J'étais déjà dans la crypto en perso un petit peu, tu vois, comme je t'ai dit, en 2016-2017, j'avais regardé. Je m'étais mis dans les ICO et enfin, avec mes potes de l'école, on faisait du scalping sur Bitrex, mais on se faisait juste défoncer tous les jours. 2021, j'étais en salle de marché à cette époque-là à City et tous les jours, on parlait de Bitcoin avec mes collègues. Tous les jours, on voyait la charte du Bitcoin qui montait. On avait des histoires de collègues ou d'amis anciens banquiers qui avaient quitté leur job parce que tous les mois, ils avaient acheté 50 balles de Bitcoin. Euh, et même à cette époque-là, j'avais un peu raté le coche, tu vois. Je m'étais remis un peu plus dedans. J'ai fait des moves de. J'avais une montagne de Dogecoin qui valait rien et je l'ai vendu pour acheter. Peut-être je tairai le nom pour pas me faire d'ennemis, mais j'ai vendu mes Dogecoin pour acheter une merde. Et genre 3 jours après, Elon Musk, il a parlé de Dogecoin, ça s'est envolé. Enfin, des tas de trucs comme ça, mais j'ai jamais été. Je me suis vraiment mis à fond quand j'ai join Aplo en 2023. Ok. Et ensuite, après Apollo, tu es allé chez Paradigm. Ça, ouais. Ok. Bon, bah, nickel. Je pense qu'on va pouvoir commencer bah, par le vif du sujet du live, du coup, par Paradex. Moi, déjà, le premier truc qui m'intrigue, c'est quoi en fait la relation entre Paradigme et Paradex et qu'est-ce qui fait que genre, c'est entre guillemets une alliance puissante? Qu'est-ce qui vous fait sortir du lot en fait? Le fait que Ouais. vous ayez les deux. Alors, c'est pas vraiment une alliance. Pour être précis, on va parler d'incubation et le terme français même, je crois que c'est intrapreneuriat, qui est pas hyper sexy. En gros, Paradigm, c'est un business qui est là depuis 2019. Et aujourd'hui, en gros, on facilite 35% des trading d'options en crypto, 35% de déribit. Ok. Euh, Paradigm depuis 2019, donc ils font ça. Et en fait, l'idée, c'est si tu veux que ce business-là, il soit encore relevant dans 10 ans, pour plein de raisons, la next step intelligente, c'est de lancer ton propre exchange. Parce que pour expliquer brièvement ce que Paradigm fait, on facilite des trades d'options. On est intégré à plusieurs exchanges. On est intégré à Bybit, à Bit.com, à Deribit. À l'époque, on avait FTX aussi. Et aujourd'hui, c'est 99% sur Deribit. Et en gros, ce qu'on fait, c'est il y a deux clients, tu vois, ils vont avoir leur marge, leur argent sur Deribit. Ils vont se mettre d'accord sur une plateforme comme Paradigm pour faire un trade. L'échange de marge va se passer sur Deribit et Deribit va nous payer une partie des fees. Et donc ça, c'est pour les gros trades d'options. Et en gros, en fait, bah, on est soumis un peu aux restrictions de Deribit sur, un, les fees, donc le revenu de Paradigm, et deux, même sur des questions de tech, tu vois, si on veut faire des nouveaux produits, si on veut innover, si on veut tenter des nouveaux trucs,
on est un peu contraint par la vitesse de développement de Deribit ou par leurs initiatives internes. Donc Paradigm, ça a toujours été une boîte à taille à assez petite échelle. Ça a toujours été une surface de management assez plate. Et donc, avec vraiment cette vocation à innover et à développer très vite. Et en fait, comme on était vite contraint par ça, l'idée c'était d'avoir le layer de settlement, donc créer un exchange, et donc de lancer Paradex. Donc, Paradigm, il y a un VC qui s'appelle comme ça, qui est très connu dans la crypto. On n'a rien à voir avec eux. Il se trouve juste Ouais, qu'on ok. a le même nom. Mais du coup, l'idée, c'est que Paradex a été lancé par Paradigm, qu'il n'y a pas eu de levée de fonds externe, qu'il n'y a pas de VC, etc. On part déjà d'un produit qui marche, qui est successful et qui a une grosse base de clients et surtout un énorme réseau, pour lancer un produit en interne et bénéficier de tous ces points-là, quoi. Ok. Et est-ce que à long terme, le but, c'est les clients que vous avez avec Paradigm, les onboard sur Paradex ou pas? C'est même à très court terme, hein, il y a une assez bonne partie des clients de Paradigm ou du réseau, tu vois, même si c'est pas les plus actifs aujourd'hui sur Paradigm, c'est des gens qu'on a connus grâce à Paradigm, qui traitent sur Paradex. Mais en fait, comme on n'a pas les mêmes produits exactement sur Paradex que sur Paradigm, jusqu'à maintenant, cette intégration, elle se faisait pas tant que ça. Et là, comme on va lancer les options datées, parce qu'aujourd'hui, on a des options perpétuelles, on reviendra peut-être plus tard Hmm. dessus, mais on va lancer les options datées. Et donc, si on intègre Paradex à Paradigm, donc on pourra faire des RFQ dans Paradigm et dire, au lieu de settler notre trade ou de le clearer sur Deribit, on le settle sur Paradex, on-chain. Et là, on peut être assez agressif au niveau des fees et on peut faciliter énormément de volume en fait sur Paradex. Donc ouais, ça c'est le but à court terme, c'est genre dans le prochain mois qu'on fait ça. Ok. On est d'accord que quand tu dis options datées, c'est les options classiques que tout le monde a l'habitude de trader sur Ouais, Deribit une et. option qui expire. Ok. Et juste comme on a fait Et, les options perpétuelles, on parle d'options datées. ok. Ok. Et à l'heure actuelle, je sais pas si tu peux me le dire, c'est quoi le business le plus rentable? Est-ce que c'est Paradigm ou Paradex? C'est quoi qui rapporte le plus qui génère le plus de revenus? Hum, je crois que c'est à peu près équivalent aujourd'hui. Ok. Je Et suis pas exactement sûr, je suis pas sûr que je puisse communiquer, mais il me semble que Fidi a tweeté sur ce sujet il y a pas longtemps on fait une grosse année sur les deux. Juillet, c'était notre plus gros mois ever sur Paradigm. On a facilité 50 milliards de notionnel. Donc je sais pas où on en est aujourd'hui exactement, mais c'est à peu près dans les mêmes ordres de grandeur. ok. Et par rapport du coup à Paradigm, vous avez combien de pourcents du coup de la supply de Paradex? C'est Bah, plus 100. 100%. Non, ce que je veux dire, il y a une Ah, partie du DIME qui sera allouée ah aux ouais. team members de chez. Ouais, j'ai plus les chiffres, je te dis 100%, c'est une réponse de fond. Ouais, on n'a pas vraiment 100%. Il y a je sais plus combien qui sont alloués à la communauté. Et tout ça, je crois, c'est le tweet qui est pinned sur le profil Trade Paradox. Donc il y a 1% qui est alloué à la communauté, c'est comme ça. Et, et on a pour la team, je sais plus exactement ce que c'est, l'allocation de la team, ça doit être un truc dans les 10%. Je sais plus exactement. Mais c'est public tout Ok, ça, donc c'est c'est ouais. la tokenomics du. En fait, c'était plus dans le sens où c'est juste deux personnes, c'est vous et la communauté. C'est nous, la communauté, et ouais, il y a Paradigm aussi en soi qui va avoir une partie de token pour sa balance sheet. Ah oui, Euh, c'est vrai, ouais. et il y a les investisseurs de Paradigm, quand on dit la balance sheet de Paradigm, tu vois, pour être précis, les actionnaires de Paradigm ont donc une allocation de token. Et donc certains investisseurs de Paradigm vont avoir une allocation aussi. Ok, Euh, les investisseurs de Paradigm, c'est pas des fonds, c'est des boîtes de trading. ok. Et vous avez même mis en place, pour continuer sur le token, une tokenomics assez spéciale où vous débloquez des tokens basés, Ouais, entre guillemets, un peu en mode méritocratie c'est ça, ouais. en complétant des objectifs. C'est, en fait, le premier truc, parce que souvent, il y a des gens, je pense que tu connais le même sur Twitter, où il y a du vesting et hop, du jour au lendemain, bah hop, les tokens vestés, bah, ils arrivent à les sortir et tout ce genre de choses. C'est quoi un peu Mm. votre ethos derrière tout ça et avec le token, quoi? Ah, l'éthos, il est clair, hein, c'est alignement avec la communauté, c'est de dire on va pas se barrer le jour du TG et vendre tous nos tokens. Euh, Enfin, je vous invite tous à lire le post qu'on a fait sur Twitter, ou qui est aussi sur le blog Paradex Foundation. Mais en gros, donc ouais, j'ai les chiffres là.
Paradigm balance sheet, comment ouais. Mais en gros, ouais, y a les tokens de la team, c'est pas, on se divise pas tout le pot, day one et on se barre. On a chacun dans nos plans de compensation, on a une partie de tokens, potentiels qu'on peut obtenir, qui est basée sur nos objectifs personnels et ensuite le unlock, donc ouais, c'est ce que tu es en train de montrer là, il y a une partie qui s'unlock. Donc en fait, ça, c'est la première étape, c'est le vesting, tu vois? Genre si je fais 100 de mes objectifs sur l'année, que tout le monde est content de moi, que j'ai ramené du biz et qu'en fait, j'ai ramené de la valeur au réseau, je veste 100 de mes tokens et ensuite ces tokens que j'ai vestés, ils vont s'unlocker sur une période de 20 par rapport à la période et ensuite 80 c'est une question de performance de l'équipe. Ok. Donc c'est des milestones qu'on va set, enfin que la fondation Paradex va set tous les 6 mois, je crois. Donc ouais, il y a vraiment une question d'alignement avec la communauté, de dire qu'on va toujours être là pour continuer de faire en sorte que le produit soit le meilleur possible, que les chiffres restent bons, enfin qu'on est incentive à faire un bon TG, bien sûr, parce que ça part de là. Mais en fait, nous, on est incentive sur les 4 prochaines années, tu vois, de la valeur du token. Donc on a envie que le token, il performe, pour toujours, en fait. Ouais, ouais, clairement. Parce que, ouais, avec le temps. Et les milestones, t'as dit, c'est la fondation, c'est-à-dire que, genre, ce sera soumis à un vote pour les holders du token, c'est ça? J'ai pas les détails exacts sur cette question. Ok. Ok, ok. En tout cas, moi, je trouve que ça, c'était assez intéressant. Parce que je crois que c'est la première fois que ça a été fait. J'ai jamais vu personne dire bah, on va se débloquer des tokens en fonction de comment on va performer. Pour le coup, ça aligne encore plus que le fameux vesting de la team Ouais, ouais, qui c'est vend clair. OTC les trois quarts du temps. En fait, comme on n'a pas d'incentive en fait, comme on n'a pas de VC, ça c'est un gros sujet dans la crypto, c'est qu'on n'a pas de fonds derrière nous, on n'a pas de VC. Donc en fait, on peut un peu faire ce qu'on veut, plus ou moins. Et en fait, tu regardes l'écosystème et tu regardes la crypto depuis, surtout depuis les années 2020 en fait, où c'est un peu n'importe quoi, tu vois? Les plans de compensation en token, il y a des Hmm. scandales même je pense que si tu regardes bien, il y a des scandales toutes les semaines, mais il y a des gros scandales sur des gros protocoles tous les 2-3 mois. Ouais, ouais, bah. Sur Bah, aujourd'hui, l'optimisation je sur crois que Next c'est aujourd'hui, il y a Platform. eu, je sais pas si tu as vu, Kinto, qui a mis la clé sur la porte. Ils ont dit, bah voilà, on arrête le projet. Le token a perdu moins 80%. C'était une Ah ouais. layer 2, pas très connue, mais ouais, un autre exemple, quoi. Ils ont fait le TGE et puis quelques mois après, ils ont dit, bon, on shut down. Ouais. Enfin, il y en a beaucoup, tu vois? Soit tu shut down, soit je crois que c'était Jupiter, l'année dernière ou il y a moins d'1 an, ils avaient sorti un truc pour dire: «On va payer tous les employés un truc genre 800 000 balles, 800 000 équivalent en token» et il y a pas trop de conditions à c'est un petit bonus, quoi et le Twitter a hyper mal réagi, tu vois? C'est énorme comme ça, mais il y a pas de vraiment de long term thinking, quoi, dans cette allocation. Enfin, ouais, allocation. Donc ouais, l'idée, c'était juste de faire le tokenomics le plus fair possible pour la communauté et pour le en fait, c'est simple, c'est si tu veux faire un produit qui dure dans la crypto et surtout un produit qui est client facing comme Paradex, où tu vas être avec des clients retail, avec ton user, c'est ton «investisseur» entre guillemets. Hmm. Parce qu'il va investir du temps, il va investir du capital pour trader. Il y a le côté airdrop, donc tu vas investir de la «main-d'œuvre» entre guillemets. Donc en fait, on veut récompenser la communauté pour ça et l'idée, c'est que si tout le monde est content de son airdrop, si tout le monde est tu peux fidéliser une communauté en la rendant riche, pour parler Ouais, crûment, comme Hyperliquid. Les mecs, ils vont être fidèles à Hyperliquid toute leur vie parce que c'est un événement majeur. Donc si on arrive à faire un truc un peu similaire avec Paradex, le airdrop, on peut fidéliser une grosse communauté et ça met beaucoup aussi d'yeux sur nous. Ça met des gens qui vont parler de Paradex comme ils en parlent aujourd'hui pour le airdrop. Ils vont continuer d'en parler. Il y a des builders qui vont venir sur la chain, il y a des gens, des traders, il y a des fonds qui vont venir. Enfin, c'est hyper bénéfique pour nous que le token vale quelque chose, donc on n'a aucun intérêt à s'en mettre 100 dans la poche maintenant et à tout vendre, quand on lance, quoi. et ça se passe comment en interne, ce genre de discussion? Est-ce que vous parlez entre vous de spéculation sur votre FDV ou ce genre de choses? Vous le voyez comment un peu cet événement-là, quoi? Non, honnêtement, pas trop. Enfin, on en parle de temps en temps, mais c'est pas, on va pas parler tous les jours parce que la FDV au lancement, comme j'ai dit, on n'y touche pas nous. On a de la FDV, enfin, on est concerné par la FDV dans 1 an et tu regardes le document que tu regardais tout à l'heure, on a une petite partie de nos tokens, tu vois? Hmm. C'est nos tokens qu'on va obtenir,
ils commencent à avoir de la liquidité en 2027. La Ah grosse ouais. partie. Donc on est incentive sur au moins 2 ans à performer et à faire en sorte que l'exchange performe, qu'il y ait du monde, et cetera. Et je sais plus ce que c'est l'autre point, Non, mais en ouais, mode, est-ce qu'en interne, vous êtes optimiste quant à la potentielle valorisation? Parce que je sais qu'il y a les tweets de Fidi qui dit le matin, je me réveille et je peux pas penser qu'on sera en dessous de je 1 sors milliard, pas de quoi. livre pour moins de 10 milliards, ouais. Ouais, ouais. Là, tu vois, on peut pas communiquer de chiffres, on peut pas dire ça va être ça la valo, mais Ouais. si on sort du lit le matin en se disant on va faire un 20 millions, bah, nos tokens déjà ils valent rien et tout le monde va nous détester. Enfin, donc on se lève chaque jour et on est déter de faire en sorte que ça aille le plus haut possible, parce que si on fait un TG énorme et qu'il y a de l'attention, tu vois, en fait, le playbook, c'est simple, ça ressemble à, on veut faire le playbook similaire à Hyperliquid. TG qui lance avec une grosse valo, qui set un peu la barre très haut. Et en fait, ça a mis tellement d'attention sur Hyperliquid, il y a tellement de gens qui ont FOMO et qui se sont dit ah merde, j'ai raté ce truc, c'est le plus gros truc ever en fait, que ça va continuer de monter. Je crois qu'on est au all-time high aujourd'hui. Ok. Ouais, ah oui, $50 aujourd'hui, c'est vrai. J'ai vu les tweets. Mm. J'ai vu les tweets, ok. Et, parce que moi, entre guillemets, après tu me diras si tu veux me répondre. En fait, moi, je regarde un peu pour faire mes petites spéculations pour voir combien mon XP va valoir. Je Ouais, regarde un peu les statistiques, ce qui est d'ailleurs très bien pour Paradex. Vous avez les statistiques totalement publiques. ouais. Donc, euh, hop, juste là. Donc, je peux voir un peu comment la plateforme évolue. Je vois qu'en ce moment, il y a de plus en plus de volume. On voit ah oui, ça aussi, c'est un truc que je voulais aborder. L'open interest qui a changé. Avant, c'était one-sided. Maintenant, c'est deux-sided. On est Ouais. d'accord, ça a changé récemment, ça. Ouais, je crois que c'est juste parce que tout le monde le reporte en two-sided. Ok. Donc si Ça- on veut avoir des chiffres qui ont du sens quand les gens ils nous comparent pour faire leur valorisation ou des choses comme ça, si tout le monde reporte en two-sided et que tu es le seul à report en one-sided, bah, personne va faire gaffe à ça et multiplier par deux. ok. Et en fait, moi, je regardais par rapport au. C'était par rapport. Alors, attends, c'était où? Je crois que c'était par rapport aux fees. Ouais. Donc, ça, c'est les monthly fees. Est-ce que ça égale au revenu de Paradex au total? Ouais, je crois. Ok. Ok, personnellement, c'était la métrique que je suivais. En moyenne, Paradex tourne à entre 12 et 24 millions de revenus annuels. Et je me basais sur ça pour faire une FDV. Mhm. Est-ce que, euh, est-ce que par rapport aux fees, vous avez parlé d'utilité pour le token. Les fees seront rattachés au token. Je pense que ça, vous l'avez dit aussi. Ouais, il y a pas mal de sujets, tu vois. Tu peux avoir le staking du token pour réduire tes fees. Euh, il y a une question de faire des buybacks. Enfin, il y a plein de choses comme ça, mais c'est pas moi qui peux effectivement communiquer sur les plans de la fondation Ouais. Paradex, qui est séparée techniquement de Paradex. Ok. Mais oui, l'idée, c'est bien évidemment, et ça, par contre, on est très clair dessus, les revenus de Paradex va être lié très étroitement avec le token. Ouais. Ça n'a Vous aucun êtes- sens de faire autrement, tu vois. Sinon, on lance pas un token. Ouais. Pas de shitcoin de gouvernance. Ça, c'est rassurant. C'est ça. Ok. Et du coup, ouais, aussi par rapport aux fees, vous avez aussi le gigavolt. Ouais. Les revenus du gigavolt, est-ce que c'est lié aussi aux frais de transaction qui sont payés sur Paradex? Ouais. C'est 100% ou t'as Non, non, peut-être pas c'est le. très loin de 100%. Il y a une partie des fees de Paradex qui est redirigée vers le gigavolt pour maintenir un yield élevé. Mais, euh, mais là, on est de plus en plus vers. Le gigavolt génère de plus en plus de PNL en fait, par les stratégies de market making. Ok, du coup, ouais, à, Donc ça a à- vocation à à long terme, réduire cette part de c'est. fees. Et en fait, c'est pour ça qu'on augmente petit à petit le cap, c'est pour maintenir un yield. Ce qu'on veut, nous, à terme, c'est de plus du tout rediriger les fees vers le gigavolt, c'est d'avoir un gigavolt qui génère du yield organique, on va dire. Ok. Bah, ok, continuons un peu dans ce truc-là, gigavolt, liquidité. Récemment, on a vu Fidi qui a annoncé
que pour les marchés de tiers 3 et 4, donc Ouais, ça doit être les petits altcoins, c'est et la tout. semaine suivante, je crois que c'est tiers 3 et 2 ou 2 et 1, Pour faire annoncer simple, le c'est zéro cette fees. semaine, on lance sur tout. Enfin, Ah, sauf Bitcoin et Ether. sauf Bitcoin et Ether, mais cette semaine, c'est Ouais, tout. ouais. Quand tu dis cette semaine, c'est vendredi? C'est mercredi. Ah, mercredi. Euh, du coup, toutes les paires seront maintenant en zéro fees. Est-ce que ça va changer, du coup, les revenus qui seront générés sur Paradex, ça va changer quoi, en fait, ce zéro fees? C'est une très bonne question. En gros, ouais, tu peux pas avoir la granularité là sur ça, mais en gros, le zero fees, le modèle qui est derrière, c'est que les retail ne payent plus. Donc toi, tu trades avec l'interface utilisateur, tu trades en cliquant, tu payes plus jamais. Les gens qui vont payer, c'est les takers haute fréquence. Donc tu te branches à l'API et tu fais des trades à haute fréquence pour prendre de la liquidité. Eux, ils payent des fees. Et le Ok. deuxième acteur qui va payer, c'est le market maker. Donc soit il paye zéro fees, mais il a plus de rebate pour mettre un ordre dans le carnet d'ordre que tout le monde peut prendre, y compris les takers haute fréquence. Et s'il veut se protéger des takers haute fréquence, parce qu'en général, c'est ce qu'on appelle potentiellement du flux toxique, c'est du flux. En fait, pour ceux qui connaissent pas forcément, c'est pourquoi on parle de flux toxique quand on parle de taker haute fréquence, c'est parce que par définition, quand une institution traite contre toi, elle a un avantage sur toi, tu vois. Ouais. Euh, donc si tu es un market maker que tu mets des ordres, tu as envie que ce soit le flux le moins sophistiqué possible qui vienne te prendre. Donc un retail techniquement, ou moi qui fais des gros clips de Solana pour essayer de catch des trends, pas du tout. Moi je suis un flux de gogol, tu vois, je suis un flux non sophistiqué. Les market makers m'adorent. Mais si je suis une institution et que, tu vois, par exemple, je vais avoir des serveurs en coloc avec Binance, je vais avoir une, euh, une latence de zéro, je vais être hyper rapide, je vais avoir des câbles en or et tout. Bah, si je sais que le prix il va décaler de 1 centime sur Binance et que le prix il n'est pas encore à ce niveau-là sur un index parce qu'il y a plus de latency ou de trucs comme ça, bah, je vais avoir une incentive à aller casser le marché pour décaler, tu vois. Donc c'est la protection, et c'est ce qu'on a lancé il y a quelques mois, le RPI, Retail Price Improvement, c'est un ordre que les market makers mettent dans le carnet d'ordre qui est uniquement accessible pour les retail. Euh, Moi je pensais que c'était le Gigavolt qui les mettait en place, mais je pense que le Gigavolt le met en place, mais c'est les market Vous makers le met aussi en qui peuvent le place. faire. Ouais, tout le monde peut le faire en fait. Tout le monde peut se brancher à l'API et mettre un ordre RPI. Le Gigavolt, on a vu qu'il faisait beaucoup plus de PNL récemment depuis qu'il y a les RPI en fait et depuis qu'il l'exploite parce qu'avant il se faisait beaucoup agresser par du flux toxique. Mais en fait aujourd'hui, comment dire? Jusqu'à maintenant, le market maker, il se faisait payer pour mettre ce RPI order. Et en fait, si on change toute la structure, qu'on dit au market maker, bah, tu vas peut-être écarter un petit peu ton spread, mais tu vas être protégé du flux toxique, tu vas avoir un flux uniquement retail et pas agressif, enfin pas toxique, c'est toi qui vas nous payer. Et en faisant ça, en fait, bah, déjà, tu multiplies ton flux, parce qu'il y a beaucoup plus de retail qui vont trader, parce que la perception de ça, c'est que c'est moins cher de trader, quoi. Ça te coûte rien de mettre un market order, tu vas plus jamais essayer de. Enfin, moi, ce que je faisais avant pour essayer de faire des gros trades, c'est que je mettais des limit orders tout proches du mid euh, pour essayer d'avoir un rebate et pas être en loss direct dès que je fais mon trade. Avec le RPI et avec le zero fees, en fait, tu mets des market orders, quoi. Tu t'en fous si tu penses que le Ouais, marché, bah, tu clips. franchement, même avant le zéro fees, c'est ce que je disais. Si tu mets pas des gros leviers, t'as même pas besoin de. Tu peux y aller en market, même avec les fees, c'était la meilleure plateforme, c'était la plus enfin, je sais pas Ouais, si on peut dire que c'est plus liquide que les autres. Enfin, en vrai, si ton coût d'exécution est plus faible, mais ouais, c'était le Paradex, c'est là où ton coût d'exécution est le plus faible. Parce que les autres, à chaque fois, tu commences avec en négatif, mais de fou furieux, quoi. ouais, parce que tu as du spread. Mais en fait, là, on a mis un fees très très bas quand même sur le RPI. C'est un fees qui. On a calculé en gros si on multiplie le volume par temps, combien on a besoin pour regagner autant en enlevant les rebates, etc. Et là, tu vois, par exemple, sur Solana, depuis qu'on a multiplié, enfin qu'on a changé la structure de fees, on a multiplié les revenus parce qu'on a beaucoup plus de volume, mais on a du coup beaucoup plus de fees parce que les makers cotent quasiment que en RPI et parce que le flux, c'est tellement du bon flux en fait pour un market maker qu'au lieu de gagner de l'argent sur les rebates, comme c'est un peu la structure de marché dans beaucoup d'exchanges crypto, ils vont gagner du volume sur le market making, sur le spread. Et comme il y a plus de volume dans les deux sens, bah, ils vont constamment gagner le spread.
Ok, parce que c'est aussi une inquiétude que les gens avaient en disant que si jamais nous, on avait le zéro fees et les market makers qui devaient payer, est-ce que ça allait pas les faire fuir, tu vois? Enfin, non, en fait. Enfin, tu peux regarder un super exemple de ça, c'est Robinhood. Je crois pas que ça a été beaucoup fait dans la crypto, à part chez Robinhood, mais Robinhood, ils te vendent. C'est un peu particulier en plus, mais sur les actions, typiquement, ou même sur la crypto, je crois, tu vois, ils te vendent un zéro fees ou un petit fees, mais les market makers, ils payent pour avoir le flux de Robinhood. Parce que les seuls gens qui tradent avec Robinhood, c'est des retail qui regardent même pas le prix, tu vois, c'est une application, tu n'as pas le carnet d'ordre, tu percutes pas trop ce que tu fais. Donc le Ouais. market maker, il peut un peu te montrer le prix qu'il veut. Euh, Il y avait un point intéressant c'était l'annonce des résultats annuels de la fin d'année 2024, je crois, ou même fin d'année 2024, où il disait, tu sais, en fait, quand une société américaine elle a 10% de son revenu ou plus qui est fait par un seul client, ils sont obligés de disclose le nom du client. Et là, typiquement, Robinhood, ils ont dit, bah, on a Citadel Securities, c'était déjà bien connu, qui rachetaient leurs informations et qui payaient le flux. Et en fait, il y avait Wintermute et B2C2, qui sont deux gros market makers de crypto. Ils font plus de 10% des revenus de Robinhood pour avoir accès à ce flux. Ah ouais, ok. Donc en Ok. fait, tu Ouais, c'est changes un peu fou. la tendance et c'est le maker, il te paye, mais en même temps, il se rémunère sur le flux, quoi. À la base, c'est ça le market maker, il est censé savoir trader et faire de l'argent sur la liquidité. Et pas sur les rebates. Ouais, en fait, au début, tu as besoin des rebates histoire de bootstrap et ramener des market makers sur ta plateforme, mais après, tu dois essayer de changer la structure du truc. Ouais, bah, il y a plein de façons de voir ça. C'est juste que, en fait, ce qu'on voit là, c'est qu'il y a un énorme shift. Il y a une autre stat intéressante sur Robinhood, c'est que si tu regardes la valeur de Robinhood par rapport à la valorisation boursière, je veux dire, par rapport à beaucoup d'autres brokers américains qui sont là depuis très longtemps, qui ont des gros réseaux, qui sont parfois même très proches de certaines grosses banques, bah, Robinhood vaut beaucoup plus parce que il y a le côté expérience client et parce qu'il y a le flux, en fait, ils ont, malgré un zéro fees, ils font beaucoup plus de revenus parce que c'est le meilleur flux. Ok. Ok. Moi, franchement, le gros de l'inquiétude, c'était parce que je regardais Lighter, et Ouais. Lighter, même s'il y a écrit zéro fees, quand je te jure, hein, je prends des positions, je me fais massacrer, et quand je Bah, les ferme, je me fais massacrer aussi. ouais. Mais en fait, la grosse différence avec Lighter et pourquoi on se compare même pas vraiment à eux, c'est que Lighter, c'est une architecture fermée complètement. Et Lighter, ils veulent pas d'autres market makers parce que ce qui est un peu bizarre par ailleurs, c'est qu'ils ont, tu sais, ils ont leur vol de market making, mais c'est eux le seul market maker. Donc en fait, ils gagnent de l'argent sur ça et ils gagnent de l'argent sur les fees qui sont payés par les API takers. Donc si toi, tu veux trader en API sur Lighter, déjà, ils vont parler avec toi pour vérifier que tu n'es pas du flux toxique, que tu ne cherches pas à essayer d'arbitrer leur volt. Et de toute façon, tu ne pourrais pas trop l'arbitrer tellement il cote wide, genre des gros spreads. Ouais. Euh, et ensuite, toi, tu vas dire, je vais faire une stratégie de, je sais pas, de momentum ou de mean reversion ou d'arbitrage statistique, enfin, un tas de stratégies de taker qui ne sont pas considérées comme toxiques. Et en même temps, je vais farmer les points de la plateforme. Tu vois, ça va être ça l'incentive des mecs à trader sur Lighter en API. Je vais faire beaucoup de volume, mais pour avoir des points et en même temps faire une stratégie qui est rentable. Ces mecs-là, ils payent des fees. Ok. Mais Parce nous, qu'en on n'a pas fait, d'intérêt à faire ça, quoi. dis-toi, parce que si je te donne un exemple, c'était ouais, sur AAV, c'était un test d'une position. Mon PNL latent, ça m'affiche 66. Je close. Déjà, je regarde le détail. Le détail, il est mal fait. Tu sais, sur Paradex, maintenant, tu peux aggregate. Mm, Eux, tu peux toujours pas aggregate. Donc, tu dois additionner dans ta tête, enfin, ou avec ta mm, calculette, ton PNL. Et genre, mon PNL, il y a une différence de 5 dollars. Alors que ma size, je crois, c'est 2000 dollars. C'est ridicule. Sur une ouais. size de 2000 dollars, j'ai un décalage de 5 dollars en fermant au market. Donc, je trouve ça vraiment abusé. Et je comprends pas parce que je vois les open interest. Et à ce qui paraît, après, comme tu as dit, c'est une architecture fermée. Donc, on ne saura pas vraiment. Mais ils ont quand même des open interest de fou, comme si beaucoup de monde était intéressé par le fameux zero fees, alors que l'exécution est vraiment catastrophique, hein. Ouais, c'est une question de perception, tu vois. Ce que je te disais l'autre jour sur Twitter, c'est que la perception des zero fees, en fait, pour la plupart du marché, c'est plus rentable que le coût d'exécution, qui est une notion que personne comprend, en fait. Et le coût d'exécution, c'est pas un chiffre. Enfin, tu peux le voir comme un chiffre, mais il faut énormément de contexte pour voir un seul chiffre. Euh, Et aujourd'hui, ouais, si on compare à Lighter, on a toujours des dashboards. Nous, on follow les autres exchanges et versus la liquidité de Paradex.
sur un ordre de 100K dollars, bah, tu as un bien meilleur coût d'exécution sur Paradex que sur Lighter, que sur Binance, que sur Hyperliquid, sur la plupart des coins. Malgré le fait Ouais. que maintenant les makers ont un peu écarté le spread. En fait, comme les makers, ils sont quand même en compétition sur Paradex, on a plusieurs market makers, des gros ou des petits, qui sont en compétition les uns les autres pour capturer le flux. Pour un ordre de, je sais pas, 50 ou 100 000 dollars, tu vas rarement passer les premiers niveaux de l'order book. Ouais, et ces market makers, est-ce que tu penses que là, si actuellement ils sont sur Paradex, parce que je sais que sur Lighter, c'est beaucoup le système de points, mais tu Mm. penses que sur Paradex, c'est juste pour le flux non toxique que tu évoquais? Bah, il y a plusieurs choses. Il y a beaucoup de market makers qui travaillent avec nous parce il y a l'histoire des tokens. Donc, ils vont avoir la Europe, ils vont avoir des tokens, c'est intéressant pour eux, donc c'est quelque chose qui price. Mais il y a bien sûr le flux, quoi. À terme, en fait, une fois que tu as lancé ton token, euh, l'airdrop, en fait, c'est un peu juste une vocation. La vocation de l'airdrop, c'est plus de bootstrapper, d'avoir des clients qui commencent à venir, qui testent la plateforme, tu vois. Et en fait, tu vas venir sur un protocole parce qu'il y a un airdrop, mais pourquoi tu vas rester? Parce que le produit est supérieur. Et donc, nous, Ouais. on essaie vraiment de faire ça. Il y a des incentives à sans doute avoir d'autres airdrops ou d'autres tokens par la suite, mais on veut vraiment être le meilleur produit possible. Et donc là, avec ce changement de fees et le feedback qu'on a eu sur Solana là, depuis la semaine dernière, il est immensément positif. Tu vois, même nous, on se dit, on fait une expérimentation, on teste ce truc de zéro fees. Comment les market makers vont réagir? Tu vois, le feedback avant qu'on lance, c'était bah, a priori, ça ne change pas grand-chose pour nous. C'est juste un paramètre qu'on va mettre dans notre modèle de market making pour écarter un peu le spread et, euh, et pas plus avoir le rebate. Et là, tous les market makers ils nous disent mais le flux est super beau, quoi. On a beaucoup plus de volume déjà, donc c'est du meilleur flux, mais on a beaucoup plus de fills. Tu vois, un market maker, je sors ce chiffre un peu d'un chapeau, c'était un market maker qui m'avait dit ça à l'époque, c'était quand il met un ordre dans le carnet d'ordre, il a une chance sur 1000 de se faire taper. Et comme c'est de la hyper haute Hmm. fréquence, il met des ordres, il cancel, il remet un ordre, il recancel. Euh, Bah, ce chiffre, il a augmenté depuis parce qu'il y a beaucoup plus de volume. Donc c'est naturel. Ok. Ok. Bah, magnifique, le zéro fees. On a des questions dans le chat, c'est vrai. Vous pouvez poser vos questions, n'hésitez pas, je les lis. Il y a quelqu'un qui, pour revenir sur le gigavolt, est-ce que le gigavolt a des positions ouvertes sur les options? Donc, je suppose ce qu'il apporte de la liquidité sur les options, le gigavolt. Le Gigavolt, il est market maker sur les options, en effet. Donc il apporte de la liquidité. Donc par définition, il va avoir des positions, il va pas forcément les liquider. Et en fait, quand tu fais du market making options, tu as un book, plein d'options. Donc parfois, tu vois, elles s'offset un peu. Genre si tu as acheté un call et que tu as vendu un put, non, c'est la même chose. Mais si tu as acheté un call et que tu as aussi acheté un put, bah, tu as un peu inversé, t'es un peu hedgé sur tes grecs. Il fait ça et il fait en plus une stratégie d'options qui est un peu en constante évolution en ce moment, mais en gros, ils vendent de la vol, quoi. C'est une stratégie qui marche bien sur la crypto. Tu vends de la vol et tu génères du yield comme ça. Ok. On a Dr. Hanky qui a dit que tu étais beau gosse. Et il nous a demandé est-ce qu'il y a d'autres contrats qui vont arriver sur les options? Par contrat, j'imagine qu'il entend coin, Ouais. pas forcément à court terme. Pour l'instant, on a les 4 majors. Enfin, Hype, je sais pas si c'est un major, mais on peut dire que oui. Et là, en fait, la prochaine grosse update sur les options, ça va être de lancer les options qui expirent. Et Et sur est-ce qu'on Bitcoin, a un ETA pour ça? Une estimation du temps? c'est ASAP. Franchement, c'est d'ici fin de semaine prochaine, je pense. Ok. Ouais, donc c'est ouais, très Ouais, non, proche. ce sera en septembre, ça. Ouais. Ok. Je voulais revenir aussi sur le stablecoin Mm. que vous voulez lancer. Donc, ça aussi, Fidi nous avait donné, il avait fait un tweet. Donc, le but, c'est d'ici les 12 prochaines semaines, donc les 3 prochains mois. Il avait tweeté ça en août. C'était, Ok. on parlait du spot, etc. Bon, on reparlera du spot, mais il y avait aussi ce stablecoin. Et dans la roadmap de votre doc, vous l'appelez le Inter. Alors, attends, je vais essayer de le retrouver juste là. Le Yield Bearing Censorship Internet Money. Genre un. Et ça m'a fait penser un peu avec, tu sais, le débat qu'on a sur Hyperliquid en ce moment, Ouais. où Hyperliquid veut un peu se détacher de Circle et veut lancer son propre stablecoin. Donc, j'ai l'impression que c'est un peu dans la même thématique. Euh, c'est.
Est-ce que le but, ça va être de complètement remove l'USDC de votre plateforme et mettre lui en principal, du coup? Pas vrai. Enfin, en fait, l'idée, ce serait que tu pourrais toujours, tu vois, quand tu regardes là dans cette, juste au-dessus, tu as écrit multiple collateral type. En fait, Ouais. l'idée, à terme, sur Paradex, c'est de dire que tu peux venir avec n'importe quel asset, utiliser n'importe quel asset en collatéral. Et pour ce qui est de l'USD, bah, en fait, au lieu d'avoir un stablecoin qui est géré par une boîte comme Circle ou Tether, et cetera, bah, si tu déposes des USDC, des USDT ou n'importe quel USD, tu pourras le transformer en XUSD, qui sera un coin qui servira de collatéral en USD sur la plateforme et en générant du yield. Parce que là, en fait, tu as un problème de capital efficiency en français, je suis pas sûr de l'avoir. Mais L'efficience du capital, je ouais, dirais. enfin, tu vois, il y a plein de brokers, même TradFi, tu vois, sur Interactive Brokers, si tu mets des dollars, tu as 4% par an. Ouais, Heu, donc tu perds un peu ce coût dans tous les moments où tu attends de trader sur Paradex. Tu perds un peu ce coût d'opportunité de générer de yield sur ton capital. Enfin, tu pourrais le mettre dans le Gigavolt, mais tu as des questions de tu dois attendre, je sais plus combien de temps pour le débloquer. Hem, donc ouais, c'est ça la vocation. ok. Et est-ce que vous allez tokeniser le gigavolt pour C'est l'utiliser déjà en tokenisé. collatéral ou pas? Tous les vols de Paradex sont déjà tokenisés. C'est juste que tu peux Mais pas en faire grand chose aujourd'hui, mais tous les vols sont des tokens et donc ouais, l'idée pour nous dans le c'est vrai, t'as futur, raison. en Ouais. fait, c'est une fois qu'on a le spot qu'on peut faire ce genre de choses, c'est de dire que ton Gigavolt token, tu pourrais l'utiliser comme collatéral sur la plateforme. Donc genre tu as 1 000 balles dans le Gigavolt, bah, tu mets ce qu'on appelle un haircut, mais ça pourrait être égal à, je sais pas, 700 balles de collatéral pour trader. Si tu te fais liquider, bah, tu burn tes tokens, quoi. Et surtout de sortir les tokens du Gigavolt pour les mettre sur d'autres, plateformes. Donc par exemple dans les protocoles de lending, dans les AV, dans il y Ah a ouais, plein ok. d'outils, ouais. Mais ouais, c'est déjà tokenisé, en fait. C'est la première chose qu'on a faite sur les vols, c'est de les faire en tokenisé parce que ça Ok. ça ça a On, du on va, sens, mais ensuite il faut les sortir. on va revenir sur le. T'as parlé de lending et tout. Je pense que c'est vis-à-vis de la layer 2. Là aussi, il y a des questions. Mais ouais, maintenant que tu m'as dit que c'est tokenisé, maintenant je m'en rappelle parce que quand tu regardes dans les statistiques et tout, Ouais. tu vois En fait, tu l'adresse du achètes un contrat, token. t'as tout détaillé, ouais. Tu vois, même quand je sais pas si tu as une position là sur le vol, mais tu vois le nombre de tokens que tu possèdes, en fait. Ouais, 258 tokens et t'as le C'est prix vraiment du du token. token aussi, ouais. Mmh. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Maintenant que tu le dis, ça a du sens. Et voilà. Du coup, c'est là la. Merci, tu me tends la perche, parce que, en fait, vous parlez d'un lancement prochainement du mainnet de la Layer 2, mais quand je regarde sur Paradex, notamment là, c'était le contrat du Gigavolt, vous avez déjà un Explorer et comme si. En fait, vous avez déjà votre Layer 2, même quand je regarde sur Ouais, ouais, L2Bit et le ce Paradex, genre de c'est un choses. layer 2. Qui En fait, utilise Paradex, la. pour être Excuse-moi, précis, vas-y. en gros, Paradex Exchange, c'est la seule app aujourd'hui qui est sur le layer 2 Paradex, la Paradex Chain. Ok. Mais la chaîne est live. Elle est juste pas ouverte au développement externe. Ok, elle est juste là. Hop. Ok, elle n'est pas ouverte au. Et en fait, quand vous allez devenir je crois, vous avez appelé ça le Superdex ou la Superchain? Non, la Ouais, Superchain. il y a le Superdex et la Superchain, quoi. Ok. Et le but, ce sera du coup un peu d'avoir un écosystème plus complet en plus de Paradex et d'avoir d'autres builders qui viennent compléter Ouais, l'écosystème. exactement. C'est ouvert en testnet aujourd'hui, donc il y a déjà des builders qui construisent différents, protocoles sur Paradex Chain en testnet. Mais c'est un peu une next step dans la roadmap. C'est pas du court terme, ça, ce sera après le TGU qu'on va avancer sur ces sujets-là. Ok. Ok. Aujourd'hui, la la Euh, la la Layer 2, elle sert principalement de plateforme d'infrastructure pour Paradex, hmm, hem et pas à grand chose d'autre vu qu'il y a que du testnet sur l'externe. ok. Je pose la question. Est-ce que c'est prévu une augmentation du market cap, enfin, du coup, du cap? Là, c'est 50 millions sur le gigavolt, mais. Bah, réponse, oui. Quand? Je ne sais pas. Bientôt. Ok. On a William qui nous demande comment Paradex se voit par rapport à Hyperliquid. Est-ce que c'est un objectif de récupérer leurs users? Euh, Ouais, voilà, c'était ça sa question. Ouais, très bonne question. Bah, c'est pas forcément un objectif en soi de récupérer les users. Avant de faire le live, là, je regardais un chiffre, tu vois? C'est le nombre enfin, la part de marché des contrats futurs échangés sur la DeFi versus la CeFi.
et c'est infime. En fait, on a l'impression que c'est monstrueux quand on regarde que la DeFi, quand on n'est pas sur les échanges centralisés. Mais je crois qu'on n'est même pas à 10% aujourd'hui. Hyperliquid, ça a été le plus gros vecteur de croissance dans ce secteur-là, malgré qu'il y ait eu déjà des DYDX ou d'autres protocoles avant. Mais avec l'explosion d'Hyperliquid, on est en train d'avancer petit à petit vers ce monde où pourquoi tu irais mettre ta marge dans un exchange centralisé alors que tu as une alternative pour une fois qui est vraiment un bon produit qui te permet de faire tout ce que tu fais sur un exchange centralisé. Du coup, en fait, nous, on se voit plutôt comme on est du même côté qu'Hyperliquid. En soi, on veut aller gratter des parts de marché sur la CeFi et aller vers un monde plus décentralisé, un monde dans la DeFi, avoir un monde où la valeur elle retourne aux users et pas juste aux actionnaires de Binance. Donc en soi, on est chaud d'avoir des users qui viennent d'Hyperliquid, mais c'est, tu vois, comme je disais tout à l'heure, ils sont hyper fidèles souvent parce qu'ils ont eu l'airdrop, parce que plein de choses. C'est pas la première source de users qu'on va avoir. Nous, c'est vraiment la part de marché qu'on va aller choper, celle de la CeFi. Ok. Et en plus, il y a, en plus de Hyperliquid, on l'a vu, même si Hyperliquid a mangé des parts de marché à tout le monde, elle a aussi ramené beaucoup de monde, comme tu as dit, hein, qui trade encore plus sur Ouais. les alternatives DeFi. Et pour moi, il y en a beaucoup qui disent que ouais, les gens sont fidèles à Hyperliquid, mais j'ai aussi l'impression que les gens cherchent un peu le nouveau Hyperliquid. Et pour moi, je pense que ça peut profiter à Paradex. Ouais. C'est souvent comme si le airdrop du Perpdex Hyperliquid a bien marché, les gens vont essayer de farmer un autre Perpdex en essayant de faire un remake ou un semblant de remake. Donc là aussi, ça ramène Ouais. du monde aussi, dans tous les cas, c'est bénéfique. Ouais, bah, c'est clair, il y a deux choses dans ce que tu as dit. Premièrement, c'est Hyperliquid, ça a onboardé énormément de monde dans la DeFi. Mais tu vois, je pense que l'année dernière, avec Solana, il y a plein de gens, ils sont arrivés sur la crypto, tu vois, ils se sont mis à un wallet fantôme, ils ont tradé des shitcoins sur Pump.fun, ça a onboardé du monde, en fait, c'est une Ouais. victoire en soi. Hyperliquid, je pense que ça a onboardé un autre type de gens qui sont un peu plus sophistiqués, qui sont un peu plus dans le trading, mais il y en a énormément dans la crypto. Euh, mais en fait, je sais pas si tu as vu la dernière interview de Jeff, là, avec, je crois que c'est Wu qui a fait ça. En fait, il disait qu'aujourd'hui, Hyperliquid en tant qu'exchange, c'était pas sa principale priorité. Aujourd'hui, ils sont vraiment là pour construire un réseau. Hyperliquid, c'était un peu la première app de leur chain. Et en fait, aujourd'hui, leur focus, il est plutôt sur la blockchain, sur être là où les valeurs, que ce soit des actions, que ce soit des stocks, que ce soit des cryptos, enfin n'importe quoi, là où les valeurs vont s'échanger sur la chain. Et tu pourras le faire à travers le produit Hyperliquid ou à travers un tas d'autres produits. Mais aujourd'hui, leur focus, c'est plus sur la chain. Nous, on se définit assez différemment. On a plutôt cette vision de super DEX avant tout et de super app en fait. Donc de dire vraiment, tu fais une expérience similaire à la CeFi, tu dis, tu vois, Binance, tu vas dans l'app, tu as 1 milliard d'onglets, tu peux faire 1 milliard de trucs, tu as ton truc d'airdrop, tu as ton truc de beau croisé, tu as ton truc de lending, de beau de produits structurés, enfin, tu as 1 milliard de trucs dans C'est l'app vrai, c'est Binance. vrai. Nous, on veut se positionner comme ça, donc avec une expérience qui est à la fois mobile first, mais aussi une application où tu n'as pas besoin d'en sortir, quoi. Tu te login une fois, que ce soit avec ton email, avec ton wallet, avec je sais pas quoi, Twitter ou Discord, et tu n'as pas vraiment le côté on-chain duquel tu dois te soucier. Tu n'as pas à signer des transactions sur Paradex. Tu es là, tu as ton argent et tu fais ce que tu veux. Et nous, notre Ok. focus, c'est aujourd'hui sur la app. Tu parlais des features. Du coup, la principale feature en plus que vous voulez développer pour être ce super DEX, c'est le spot. Euh, le spot, alors, on a vu sur Hyperliquid ceux qui tokenisent principalement les tokens. Par exemple, tu me parlais au début du live, tu disais que tu avais du BTC. Je sais pas si tu me l'as dit en off ou sur le live, mais tu avais du BTC du coup sur Hyperliquid. Ouais, Est-ce que sur Paradex, vous allez essayer de faire pareil ou ça va être un autre acteur ou ça va être vous qui allez tokeniser? Et comment vous allez le faire en fait pour proposer genre ces tokens spot? Bonne question et c'est encore en discussion. En fait, pour le Bitcoin notamment, il va y avoir potentiellement un Bitcoin natif sur Starknet qui arrive dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Donc pour Bitcoin, il y a potentiellement un Ah, max pour le faire sans avoir même besoin d'un autre acteur. oui, Euh, c'est vrai. donc c'est un peu la folie pour Starknet et donc pour Paradex. Et pour les autres coins, je sais pas. C'est des discussions, je suis pas dans ces discussions-là vraiment en ce moment. L'idée, ça va être de lancer premièrement le Dime token, peut-être un autre coin qui va sortir avant celui-là, et ensuite on va se focus sur les gros en premier Ah, temps. ça j'ai hâte ça. Ça j'ai hâte. Ok. Ouais, donc d'abord les tokens natifs et après on verra si vous tokenisez les autres.
Ouais, bah, je pense on va être obligé in fine de faire les majors. Et aussi, tu vois, comme il y a ce côté multi-collatéral qui est hyper important pour nous parce que tu peux, d'un point de vue capital efficiency, c'est monstrueux, tu vois. Et comme on va avoir aussi les options datées, bah, si tu peux avoir, je sais pas, du hype et que tu peux faire des covered calls sur hype directement dans un carnet d'ordre en voyant la chart, enfin, l'expérience utilisateur, elle est imbattable si tu as tous ces éléments-là. Ouais, c'est vrai. Et du coup, j'insiste un petit peu, mais est-ce que vous avez des pistes de réflexion sur comment ça pourrait fonctionner, ce côté spot-là? Parce que moi, ça m'intrigue vraiment comment vous allez le faire sur Ouais, votre layer bah, 2. il y a beaucoup de façons de le faire, en fait. C'est soit on fait des versions wrapped, tu vois? Soit tu te mets juste un bridge et tu dis, c'est du wrapped comme le USDC. Il y a pas le USDC que tu as dans Paradex, c'est un peu tu le bridge, mais en fait, c'est pas, Circle, tu vois? Ouais, Donc tu as du Circle dans un bridge, mais le truc que tu as sur Paradex, c'est un peu un token auquel, Paradex a assigné une valeur. Donc il y a pas mal de façons de le faire. Il y a pas mal de boîtes aussi qui nous contactent pour nous dire, «Mettez notre Bitcoin sur votre Dex ou notre Ethereum». Je sais pas comment ça va se finir, mais on communiquera, en temps voulu sur ces sujets-là. ok, ok, nickel. Euh, alors attends, je savais sur quoi je voulais rebondir, mais là ah oui, on parlait du coup ouais, des fonctionnalités. Donc on avait le spot, on a aussi la privacy. Ouais. Euh, je sais pas c'est quoi l'échelle de temps vis-à-vis de ça, mais est-ce que ça va changer quelque chose pour nous, la privacy? Hem, Bah, il y a plusieurs choses, en fait. La privacy, ça part d'un constat, c'est, les gros acteurs, ils veulent être privés, tu vois? Ils veulent pas, que tu saches ce qu'ils font. Hem, on l'a vu avec James Wynn récemment, c'était un exemple assez marrant parce que le gars, il dit, «J'ai la plus grosse position ever sur Hyperliquid», et là, tu as comment on pourrait appeler ça même? Enfin, tu as des mecs qui s'unissent pour essayer de le liquider. Genre un tas de whales sur Twitter, ils font un groupe chat, ils disent: «On va liquider James Wynn, on va péter le marché jusqu'à ce qu'on arrive à son prix de liquidation et ensuite on va bénéficier de cette liquidation». Ouais, Heu, on saura jamais si c'était, une vraie histoire ou pas, si c'était un coup marketing de James Wynn, mais il y avait vraiment des mecs qui cherchaient à hunter son prix de liquidation. Donc en fait, si tu veux que si tu as une expérience, utilisateur et surtout, que tu aies certaines institutions qui puissent venir sur la DeFi, ils vont avoir besoin un jour ou l'autre de ce côté privacy. Hem Et ça, on le sait parce que Paradigm, tu vois, c'est un réseau où il y a énormément de «secrets» entre guillemets. Enfin, c'est les gens, ils savent pas forcément contre qui ils traitent sur Paradigm. Tu as ce côté, tu as un mec qui fait il dit: «Je veux acheter, une énorme taille de call option sur les bitcoins». Tous les market makers, ils sont là à se demander qui c'est. Bah, nous, on le dit pas, quoi. Il y a que nous qui le savons, mais on peut pas c'est privé, quoi, et tu sais pas dans quel sens il va aller, tu sais rien jusqu'au moment du trade, et au moment du trade, tu sais juste le prix auquel le trade s'est fait, mais tu sais pas qu'est-ce qui s'est passé. ouais, Donc c'est comme ça que le trade, enfin que ça se passe côté institutionnel. Hem Et d'un point de vue expérience utilisateur, bah, tu vois, il y a des features qu'on pense qui sont un peu des acquis sur la chain, genre les blocs explorer ou le fait de pouvoir mettre l'adresse de quelqu'un et de voir ce qu'il fait, qui vont peut-être disparaître. Après, il y aura peut-être d'autres façons de le faire, tu vois? On peut sur Binance ou sur Bybit, tu as des leaderboards. Donc en fait, on pourrait dire à user, «Est-ce que tu veux être public sur le leaderboard Paradex?» Que les gens voient ton volume, tu vois? Ça peut te faire du marketing. Si tu es un mec de Twitter, ouais. Ok. tu es numéro 1 du leaderboard, tu es pris au sérieux. Donc c'est plus un choix qui appartient à l'utilisateur plutôt qu'à la plateforme pour lui. Ok. C'est exactement ce que j'allais te dire. J'allais te dire que avoir de la privacy, c'est cool, mais offrir le choix de, comme tu as dit, pour un leaderboard, etc., d'avoir le choix, c'est intéressant. Parce qu'il y en a beaucoup, surtout les gros wallets peut-être, mais genre les plus petits wallets. Je trouve que sur Hyperliquid, c'est sympathique de pouvoir rentrer une Ouais. adresse et d'avoir toutes les données. Tu sais, ça crée pas mal de sites en plus où tu peux build par-dessus avec de la data, entre guillemets, d'un compte. Ouais, non, mais Ça peut créer pas mal c'est sympa de la DeFi, de c'est cas, ce ouais. truc où tout est accessible, tu as des explorers, tu as toute la donnée, pour les mecs qui sont un peu férus de data et de statistiques, c'est hyper, plaisant. Mais si tu veux faire, en fait, si tu veux aller sur le next step du scaling, aujourd'hui, en tout cas, les big guys, ils sont pas prêts à être publics, quoi. Ok. Juste pour terminer, dans la roadmap, il y a le RFQ trading. Je sais que tu en as parlé au début. Ouais. Avec Paradigm, ce sera que pour les options datées, ça, ou ce sera pour toutes les paires? Non, potentiellement, on va le mettre sur les pairs aussi. Hem
En gros, qu'est-ce que ça veut dire? C'est concrètement, là, tu vois, tu peux mettre un ordre de 50 000 balles dans l'order book, tu peux market order, tu vas rien changer au marché. Mais si tu veux mettre 5 millions et que tu regardes le prix jusqu'où il faut aller pour mettre 5 millions, bah, c'est un peu différent. Alors que si tu fais Mhm. un RFQ, donc tu seras sur la même page, tu vois, tu auras un bouton RFQ et tu dis je veux faire 5 millions. Et en fait, les market makers, ils savent direct que tu vas faire un ordre de 5 millions, donc ils vont te mettre un prix, mais qui aura du sens pour les 5 millions. Mais sans que ce sera forcément beaucoup plus compétitif que de défoncer l'order book, parce qu'ils savent que tu as un flux non toxique, ils savent que tu as un mec qui a cliqué, tu veux juste acheter ton truc sans. Parce que si tu vois, ton 5 millions, si tu le fais je sais pas, en 1 minute, tu le feras sans problème. Si tu cliques, tu clips 1 Mhm. million ou même 100 000 par 100 000, 150 fois, et que le marché reste flat, en fait, tu vas pas impacter le marché avec 5 millions. Mais si tu mets 5 millions en market order en une fois, tu vas défoncer le marché. Ouais, c'est ouais. 5 millions, ouais. C'est sûr. Euh, Enfin, ça dépend des marchés après, mais on n'est pas à une taille comme Binance aujourd'hui. Binance, je pense qu'il y a des carnets où qui pourraient absorber ton 5 millions. Euh, mais bref, l'idée pour résoudre ce problème, c'est de dire au market maker, bah, le gars, il veut traiter 5 millions, mais lui un prix qui a du sens. Et comme il y a tous les market makers qui seront dessus sur ce flux, bah, ils seront en compétition pour te mettre le meilleur prix et avoir ton ordre de 5 millions qui est un ordre non toxique, vu que tu n'es pas un mec, enfin, t'es sans doute pas un mec assez sophistiqué pour avoir un flux toxique. Et dans tous les cas, si t'es pas un flux toxique par définition, vu que c'est une RFQ. Donc Ouais, s'ils veulent pas te montrer ce prix, ils ont qu'à pas te le montrer. Il n'y aurait pas d'histoire de license. nickel. Euh, et vous avez aussi je ne sais pas si tu peux m'en dire un peu plus sur les volts. Je sais que quand je regarde sur la plateforme, il y a des volts. Ouais. Donc, il y a les volts en spot qui vont arriver, mais il y a des volts où, au lieu de me casser la tête à me prendre en position, je peux suivre Vous appelez ça un VTF? C'est un peu un Ouais, genre de TF. En fait, c'est un panier de meme coin ou un ça, ouais. panier C'est un d'altcoin et peu tout. le ETF. Hein? C'est un peu comme un ETF, c'est exactement ça. Ouais. Ça suit un indice en fait. Euh, le problème de ces volts aujourd'hui, c'est que c'est du perp. Donc tu as le coût du funding aussi. Et puis ça se voit, tu vois, la TVL, elle est vraiment pas terrible aujourd'hui. Mais ça, une fois qu'il y aura le spot, c'est un produit magnifique d'investissement passif. Et en fait, pour nous, un peu la vision super app, tu vois, faut qu'il y ait les trois. Faut qu'il y ait l'investissement, enfin, les deux surtout, l'investissement passif et actif. Et ensuite que tu puisses faire d'autres choses avec cet investissement. Ok, ouais. C'était vraiment ça que je voulais savoir. Genre, est-ce que c'est un produit beaucoup utilisé? Bah, tu Parce vois, que, les ouais. TVL, hein, c'est pas hyper utilisé. Je pense que quand ce sera en spot, ça aura plus d'intérêt. Euh, et là, sur les volts, on voit qu'il y a des chiffres pas mal en ce moment. Tu vois, lui, là, GOTS, il va Mhm. bientôt arriver à 204 TVL s'il continue de performer comme ça. Euh, mais la plupart de la TVL aujourd'hui est réunie sur le Gigavolt. Euh, c'est un produit qu'on veut développer, ça. Qu'on veut développer soit avec plus de users, donc s'il y a des gens qui sont chauds de faire des vols, bah, ils ont qu'à le faire. Et c'est ouvert, quoi. C'est un produit que tu peux faire. Et ensuite, avec peut-être des stratégies un peu plus institutionnelles, avec des hedge funds un peu connus qui pourraient gérer des vols sur Paradex, c'est un sujet qu'on a, ça. Ok. Et juste pour terminer, est-ce qu'il y a un plan pour que vous ayez d'autres actifs que les crypto-monnaies? Est-ce que vous voulez, je sais pas, proposer du forex? Il y a les stocks en ce moment Ouais. qui sont beaucoup abordés, le gold, les matières premières, quoi. Ouais, on a déjà le Gold. On a le Ah ouais, pas que ça, ouais. Paxos Gold. On avait même mis des options dessus. Perpetual Options, par contre, parce que on avait que ça. Ça n'a pas trop pris sur la Perpetual Options, mais je crois que c'est un peu tradé sur le PER. Euh, la réponse, c'est. Enfin, je pense que même la réponse, je peux te dire, ça va être oui. Par contre, il y a une timeline qui est complètement incertaine. Parce que là, les tokenized stocks, je sais qu'il y a un DEX qui s'appelle Ostium qui est principalement focus sur ça. Mais ils ont Ouais. un modèle enfin, un modèle un peu illisible pour le commun des mortels, tu sais, où tu fais pas vraiment une RFQ, mais tu fais pas vraiment un carnet d'ordre. Mais en gros, tu trades contre eux tout le temps, donc tu te fais tout le temps arbitrer. C'est pas hyper optimisé pour faire du trading, peut-être pour de l'investissement, mais comme c'est du pair, pas vraiment. Enfin, Moi de ce que j'ai compris, ils ont quand même une très bonne liquidité, donc ils peuvent absorber une grosse size, mais c'est que le produit il est plus orienté pour les grosses sizes. ah, D'ailleurs, je vais les ils peuvent recevoir. avoir une grosse size avec un gros spread, ouais. Ouais. Non, je crois que le spread il est pas. Non, non, je pense qu'ils ont un bon coup d'exécution quand même.
Ok. Bah, j'avais testé peut-être il y a trop longtemps, et peut-être ça s'est amélioré depuis, mais j'avais testé à l'époque juste sur S&P 500 et je trouvais ça déjà un peu délirant, moi. Mais Ok, j'ai pas ben, retesté. Mais ouais, c'est un truc qui va finir par arriver, donc je pense qu'on va se mettre dessus, je sais pas quand, mais en fait, là, il y a une grosse question de liquidité sur les stocks notamment. Et Ostium, ils ont fait le choix c'est une solution court terme, c'est que c'est comme Lighter, tu vois, ils font le market making eux-mêmes. Ce qu'il y a le problème, c'est que tu peux pas forcément scaler à l'infini, tu peux pas avoir toute la taille que tu veux, tu es obligé de rentrer dans tes frais, etc. Nous, je pense que si on le faisait, on le ferait avec d'autres market makers. Et aujourd'hui, il y a assez peu de market makers en fait, qui sont capables à la fois de faire des stocks et de la DeFi. ouais, ça demande. Bah, ça demande parce que pour être market maker ou au moins être en capacité de trader des stocks avec une assez haute fréquence, avec beaucoup d'ordres, etc. Enfin, les market makers comme ça, ils passent pas sur les mêmes plateformes que toi. Tu vois, ils vont pas trader sur eToro ou même il y en a, ils vont passer sur Interactive Broker et tout, mais ils ont besoin d'infrastructures encore plus robustes que ça pour faire du market making de stock. C'est un business qui est extrêmement fermé et institutionnel. Donc c'est une question qu'on s'est posée, mais pour l'instant, on n'a pas grand monde autour de nous qui soit capable de faire tout ça. Ok, donc c'est potentiellement dans les plans, mais à l'avenir. Ouais, bah, je pense qu'on va finir par le faire, hein. Peut-être pas sur tout à la fois, peut-être pas sur 1 milliard de stocks et tout, mais c'est clairement, par exemple, d'avoir le S&P 500 dans Paradex, tu vas te dire, j'ai un token S&P 500 et avec le multicollatéral, je peux l'utiliser pour me leverage sur du Bitcoin à côté. Enfin, le nombre de use cases est infini en fait avec ces trucs. Ouais, c'est vrai. Hein. C'est vrai que c'est ultra. En fait, quand tu compares à la TradFi, c'est ultra efficient la DeFi. Bah Tu peux faire des trucs de fou. ouais. On a William qui nous demande c'est une équipe de combien Paradex? Comme je disais, on est une trentaine aujourd'hui. Ok. Et ma petite dernière question, Nicolas, après je te laisse. C'était pourquoi ce focus sur les options, notamment les perpetual options? Ouais. Pourquoi, en gros, voilà, après ce live, pas tout expliquer, mais pourquoi là, on termine l'émission, pourquoi on devrait tous aller essayer de dig les options, pourquoi on devrait les utiliser à la place du perp classique? Bah, alors le focus sur les options, il vient surtout du fait que l'ADN de Paradex, c'est Paradigm, et Paradigm, c'est une plateforme de trading d'options. Donc on vient de ce monde-là à la base. Euh, La perpetual option, c'est un produit qu'on a inventé. Il avait été déjà un peu théorisé dans le passé, mais on a un peu réinventé les maths et le système de funding qui fait que ça peut marcher aujourd'hui. Et c'est pas un produit qui est fait pour les traders d'options, c'est plutôt un produit pour les traders de perps. L'intérêt de la perpetual options par rapport à trader un perp, c'est que en fait, dans le prix de ta perpetual options, tu as du funding. Et ce funding-là, il va comprendre le coût du leverage, comme sur un perp. En fait, pourquoi tu as du funding sur un perp, c'est pour payer ton leverage. Et en fait, tu as le funding qui est plus élevé sur une perp options parce que tu payes le coût d'assurance. Tu ne te fais pas liquider si le prix va contre toi. Et en fait, là où c'est un produit hyper puissant, c'est que ton leverage, ton leverage et ton PNL, enfin ta courbe de profit, c'est pas linéaire. Tu vois, c'est pas le truc monte de 1, je monte de 1 fois leverage. C'est que ça monte, ça augmente et ça accélère, c'est la convexité, avec à quel point tu te rapproches de ton prix de strike. Donc, en fait, la perpetual option, c'est un produit qui est un peu dur à comprendre au début, mais là où ça va être utile, tu vois, pour donner un cas très concret, c'est il y a un event qui va faire bouger le marché et tu en es sûr, tu vois, genre dans les 5 prochains jours, je sais pas, Trump, il annonce un discours là, ça sent la merde, il y a un truc. Tu penses que le marché va bouger et je sais pas, tu as l'intuition que ça va baisser. Ben, soit tu te mets sur un perp, euh, donc tu vas shorter le marché et tu mets toute ta size et tout, mais si le marché il décale un peu vers le haut, tu te fais liquider. Et si ça va dans le sens que tu dis, bah, tu vas être en profit. Et si tu le fais la même chose qu'une heure avant le discours de Trump, que tu achètes un put perpetual option avec un strike qui est en dessous du prix actuel, ben, en fait, ce que tu vas faire, c'est que tu vas payer du funding jusqu'au discours. Si avant le discours ou avant l'événement qui va faire bouger le marché il va dans l'autre sens, tu vois, ça arrive parfois avant je sais pas, tu regardes les keynote Apple, tu vois, le marché il va dans un sens et Ouais. au moment de l'annonce, ça s'éclate ou des trucs comme ça. En fait, tu es protégé de ça. Toi, tu t'en fous. Même tu payes moins de funding quand le prix va dans l'autre sens. Et par contre, une fois que ça va descendre, le marché va descendre, ben, ton perpetual put, il va augmenter de façon exponentielle. Parce que ton leverage, il se multiplie par l'effet d'accélération. Ok.
Ouais, c'est vraiment un produit, on va plus communiquer dessus dans les prochains moments, mais en fait, on a eu le problème un peu de la liquidité, c'est assez dur à bootstrapper parce que c'est un produit qui est tout nouveau. Le fait d'avoir les market makers de Paradigm sur Paradex, ça va permettre d'avoir déjà beaucoup plus de monde qui intègre la plateforme et aussi qui vont potentiellement avoir des stratégies d'arbitrage entre les perpetual options, les dated options et les futures. Il y a déjà des mecs d'ailleurs assez sophistiqués qui font ça entre les perp options et les futures, juste parce que tu as des différences de funding. Mais ça nécessite un peu de capacité technique, tu vois, il faut être capable de se hedger en continu parce que ton option, le delta, il varie énormément. Comme c'est des produits à très court terme, en fait, ton delta, c'est soit 0, soit 1. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, Mm. c'est pas vraiment ça, mais quand elle est soit dans la monnaie, soit pas dans la monnaie. Donc les deltas, ils varient très vite. C'est des produits, on dit, c'est du pur gamma. Mais c'est un produit pour si tu as un move de marché, si tu sens bien un move de marché arriver et que tu as une intuition, bah, tu peux parier dessus avec la perpetual option. Et en fait, tu paries pas sur la volatilité à long terme comme sur une option classique, mais tu paries vraiment sur le gamma. Et le gamma, en fait, tu peux le voir comme le mouvement à court terme, quoi. Ok, nickel. Est-ce que je sais que j'avais déjà vu on m'avait déjà recommandé un article à lire pour plus plonger dans le côté option. Je sais pas si tu l'as sous la main. De Peut-être que tu Paradex, l'as sur le site Paradex. il y a quelqu'un qui en a écrit un pas mal, un mec de la communauté. Je sais pas si je l'ai sous la main. Mais je crois qu'on Euh, parle du même en plus. il s'appelait pas Ori, le mec. J'essaie de voir là dans le Discord, dans les tweets épinglés. Mais je crois que je l'aurais pas. Non, j'ai pas sous la main. Ok, ce que je vais faire, c'est que je vais faire mon travail de due diligence. Et quand il y aura la rediffusion, je la mettrai dans la description. Et voilà, comme ça tout le monde est content. Ça marche. Ok. Bah, merci beaucoup, Nicolas. Ça m'a beaucoup plu de pouvoir discuter et d'avoir toutes mes réponses directement. J'espère que toi, ça t'a plu. Au moins, je t'ai pas trop saoulé. Bah non, ouais, avec plaisir, ça me fait plaisir d'être là. Merci pour l'invitation. J'espère que j'ai pu répondre à tes questions et à celles des viewers. Euh, ouais, content d'être là. Nickel. Bah non, c'est surtout nous qui te remercions. Ce qu'on va faire, bah, on va s'arrêter là. Je vais mettre la rediffusion d'ici demain ou après-demain. Et est-ce que tu veux que je mette ton compte Twitter si jamais des gens ont des questions pour qu'ils aillent Ouais, te voir carrément. directement ou pas? Ouais. Alors, hop, le Twitter de Nicolas, je vous le mets ici. Je l'ai mis dans la description directe. Donc, si jamais vous voulez, vous pouvez directement aller parler avec Nicolas. Alors, Ouais, hop, même si je vous êtes français, modifie. si vous êtes on a un Discord de Paradex. Il y a un channel français que je regarde tous les jours, donc si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas à poster dedans. Ok, Euh, et ouais, sinon sur Twitter, je suis dispo. nickel. Bon, en tout cas, ça m'a fait plaisir. En plus, tu m'as dit que tu aimais beaucoup Neymar, donc encore plus plaisir. Ouais, j'ai hésité à mettre le maillot aujourd'hui, mais on va rester pro. Euh, Peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler un autre jour, mais en tout cas, merci beaucoup. Et bah, très bonne soirée à tous et à très très vite. Ciao, ciao.